aujourd'hui, donc on a un speaker, comment dire en français, un présentateur, Gaspard, donc de Fluid Topics, mais auparavant un certain nombre d'informations. Tout d'abord, c'est notre première conférence, c'est notre premier webinaire de l'année, donc on est encore dans les temps pour se souhaiter une bonne année. Donc bonne année à tous, bonne année à notre association et bonne année à DITA en France, en espérant que ça se développe encore plus. Est-ce que ça marche? Voilà, donc Dita Molière, juste pour rappeler, donc c'est Dita Molière qui héberge. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc c'est Dita Molière, qui est une association qui a été créée en 2020 pour la communauté des utilisateurs Dita francophones. Donc le bureau, donc c'est que nous représentons ici, Marine et moi, c'est Catel, Marine et Nolwenn, Jean-Luc, John Louis et moi-même. Donc voilà, un nombre de personnes qui ont était depuis le début ou presque dans la fondation d'Itamoli. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà. Donc l'association, elle fonctionne. Pour fonctionner, il y a un certain nombre, on a un certain nombre de frais, on a un site web, on a des choses comme ça. On a organisé une conférence l'an dernier qui était quasiment gratuite, qui était gratuite pour tous les adhérents. Donc c'est financé par des sponsors. Donc les sponsors qui sont là par ordre d'arrivée. Donc WHP, qui est la société que je dirige, qui est la société de localisation spécialisée en DITA, qui fait aussi du conseil en DITA multilingue. L'université de Rennes 2, qui nous héberge d'ailleurs en termes d'adresse postale pour l'association, qui pour l'instant est un petit peu perturbée parce qu'elle est bloquée pour différentes raisons, euh, mais donc qui forme des gens en rédaction technique, plus particulièrement au standard DITA. Componize, un fabricant un éditeur de CMS, de solutions CMS, DITA, basé à Aix-en-Provence. Expléo, une société anciennement un système, qui est une société qui fournit des services de rédaction et de mise en œuvre de documentation technique pour les clients grands comptes. Ixiasoft, qui est un fabricant de CMS d'origine canadienne, qui maintenant a été repris par une entreprise qui s'appelle Madcap, qui est une société américaine, mais qui est très présente en France avec des équipes basées à Rennes, en Bretagne plus généralement, il y a un peu partout, disons, en France. Fluid Topics, je pense que Gaspard nous fera peut-être une petite entrée sur qui est Fluid Topics. Je ne sais pas si tu as prévu de dire un petit peu quelques mots sur Fluid Topics. Voilà, donc je ne le dévoile pas. Et puis Accolade Digital, une société Amexio Compagnie, donc une société de conseil et d'accompagnement à la mise en œuvre de systèmes documentaires incluant DITA. Représenté ici, chez nous, là, autour de la table, par Jérôme Duc. Euh, Ce sont nos sponsors. Donc après, qu'est-ce qu'il y a à venir? Donc mettez dans vos tablettes l'Assemblée générale de l'association le 21 février, mercredi 21 février à 17h. On va faire l'Assemblée générale donc, pour décider, d'abord pour présenter ce qu'on a fait et obtenir le quitus, comme dans toutes les assemblées générales, et puis après pour définir un petit peu plus en détail ce que nous allons faire dans le courant de l'année, les objectifs, éventuellement revoir les objectifs de l'association. Un petit peu avant ça, pour certains, il y a DITA Europe qui se tiendra le 12 et 13 février à Helsinki. Traditionnellement, DITA Molière, l'association, disons, les francophones sont assez présents lors de DITA Europe, mais en général, c'était à Rotterdam ou à Bruxelles. Donc là, à Helsinki, au mois de février, c'est peut-être un peu plus challenging. On verra si la communauté française sera bien représentée. Donc pour tous ceux qui y seront, ben, j'y serai aussi. En général, on fait un petit rassemblement d'États Molière à l'intérieur de d'État Europe. Le fonctionnement d'État Molière, comme je le disais, ça fonctionne avec des sponsors, mais ça fonctionne aussi avec des cotisations à titre individuel ou à titre entreprise. Donc je rappelle que donc sur le site web, on peut prendre une cotisation à titre individuel, c'est 20 euros par an, une cotisation annuelle, avec des déductions suivant qu'on est néo
professionnel, qu'on est étudiant ou qu'on est demandeur d'emploi. Dans le cas d'une entreprise, c'est 100 euros pour 5 membres. Et on est présenté plus fortement dans l'association. Et les sponsors, c'est 500 euros. Donc n'hésitez pas, tout d'abord, n'hésitez pas. Je rappelle à ceux qui étaient à la conférence d'ITA à Paris que normalement, ils auraient dû être à jour de leur cotisation pour être pour que ça soit gratuit. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Ceux qui étaient à la conférence de Paris, merci de vous. On ne va pas faire de la police, on ne va pas aller se battre, mais merci de vous mettre à jour de votre cotisation. Et par ailleurs, on a un bureau, donc comme je disais, un bureau de 6 personnes qui pilote cette association, qui vous propose les webinaires, qui vous propose les conférences, ainsi de suite, qui essaie de la faire vivre. Donc, si vous pensez et si vous avez envie de participer à cette aventure, n'hésitez pas à faire des candidatures au bureau en écrivant ou en écrivant sur le site, via le site le web. Et voilà, donc dans le cadre de la prochaine AG, vous pourrez rejoindre le bureau. N'hésitez pas, c'est très fun. Et il y a du boulot. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer la même à Gaspard. Donc Gaspard, si tu prends la même. Et allez, je vais... Ah, apparemment, il faut stopper le partage d'écran pour que je puisse prendre le partage. Voilà, je peux arrêter le partage. Voilà. Si tu prends, peut-être un point, doit aller. Voilà. Voilà, ça va le faire là. Voilà. Voilà, donc Donc, je prends la normalement... présentation. Gaspard donc, il n'est pas membre d'Itamolier, je ne crois pas. Ah si, puisque à titre de sponsor de FreeTopics, il est bien évidemment membre d'Itamolier. Il a été présent à beaucoup de nos webinaires et contributeur lors des conférences et des webinaires. Donc, voilà, on va lui laisser la parole aujourd'hui. Il va se présenter sa société, et puis nous présenter les cas pratiques et solutions. C'est parti. Mais bonjour à tous. Bonne année aussi à tous également. Merci de cette opportunité. Effectivement, je suis les activités de Dita Molière depuis un certain temps. Avant même, d'ailleurs, il me semble que FreeTopics ne soit partenaire. J'étais déjà membre individuel. Ah, Et c'est effectivement quelque chose d'assez important pour moi. Et aujourd'hui, c'est effectivement l'occasion de vous offrir un aperçu sur une partie de mon activité dans le contexte de l'équipe Professional Services chez FluidTopics. Et cette présentation aura une approche résolument pratique avec la présentation de cas d'usage et de solutions. Alors, rapidement, pour donner un aperçu de la structure de cette présentation, il y aura d'abord une première partie qui sera consacrée au contexte dans lequel j'évolue et qui permet du coup d'apporter la lumière sur certaines problématiques, certains challenges rencontrés dans l'implémentation de projets avec les clients. Et également, ensuite, je me concentrerai sur plusieurs cas d'usage avec du coup les réponses que nous y avons données pour répondre aux besoins, notamment des clients. Alors, pour commencer, effectivement, la base, c'est chez FluidTopics, eh bien, nous avons un produit qui s'appelle FluidTopics, qui est qualifié de Content Delivery Platform, une solution logicielle qui collecte, qui unifie tout type de documentation, quelle que soit la source et quel que soit le format initial. Ça peut être du PDF, du HTML, du DITA évidemment, mais ça peut être aussi des contenus en Markdown ou des contenus non structurés et plein d'autres selon les besoins qui seront exprimés auprès des clients. Au-delà de ces sources et de ces contenus différents qui ensuite sont alimentés et rendus disponibles à travers des portails, il y a une multitude d'applications, de fonctions qui sont offertes par le produit, notamment avec la gestion de droits d'accès, avec la possibilité de créer des pages sur mesure, le fait d'enrichir avec de la métadonnée pour des facettes hiérarchiques, pour travailler sur des profils d'utilisateurs très diversifiés. C'est un produit qui est extrêmement riche et qui effectivement augmente l'expérience utilisateur vis-à-vis du delivery. Ensuite, au sein de FluidTopics, il y a évidemment plusieurs équipes. Il y a 7 équipes sur laquelle, ici, on voit une photo d'un des bureaux à Lyon, l'équipe Professional Services.
Et la mission de PS, je vais le dire comme ça, des services professionnels, donc, c'est de guider le client dans l'implémentation, dans l'utilisation du produit de Fluitopix et en apportant une expertise nécessaire pour répondre à différents besoins. Donc, il y a vraiment un travail d'accompagnement, d'abord sur le produit même, qui a ses particularités, ses spécificités, mais ensuite aussi sur les phases antérieures au produit qui sont relatives au contenu ou à des enjeux qui étaient spécifiques à l'entreprise, par exemple au niveau IT, au niveau des noms de domaine, au niveau des bases de données, au niveau de plein de choses qui ne sont pas directement liées au produit. Et puis ensuite, dans l'après, une fois que l'implémentation du projet s'est faite, eh bien, comment le travail que nous sommes amenés à faire, qui effectivement vise à implémenter le produit, mais aussi parfois à développer des customisations de différentes manières et comment c'est maintenu, comment ça peut rester valable et auprès du client. Donc il y a quand même tout un travail dans ce sens-là, avec effectivement des contraintes de temps et d'argent. L'équipe PS elle-même est structurée en plusieurs sous-pôles, avec évidemment, en premier lieu, ce que nous appelons les PS Tech, qui ont une vocation effectivement technique, avec du développement custom. Ça peut être du JS, du CSS, ça peut être du Python, plein de technologies différentes, avec une expertise au niveau technique. Les project leads, c'est les chefs de projet qui travaillent sur l'implémentation, qui sont en lien direct en interface avec le client. Et puis le CSM, le Customer Success Manager, qui lui va travailler évidemment un petit peu plus dans une phase postérieure au contact du client, une fois que le projet est implémenté et transmis au support client. Mais le CSM est en interaction permanente avec les PS Tech et avec les chefs de projet. Et donc, les deux gros pôles que l'on voit, c'est d'un côté, évidemment, le client et de l'autre côté, le produit. Parce que Flutopic, c'est avant tout un produit. Et eh bien, il s'agit effectivement de faire coïncider les attendus du client avec le produit. Et entre les deux, parfois, eh bien, le produit aura peut-être des temporalités ou des priorités qui feront qu'un besoin client ne pourra pas être satisfait immédiatement. Et c'est là aussi, au niveau des PS Tech, des chefs de projet, il y a un vrai travail d'accompagnement, d'anticipation, de design, de modélisation des besoins. Donc, ça peut toucher à plein de choses différentes. Et dans tout cela, évidemment, il y a la question du contenu. Nous avons effectivement énormément de clients qui travaillent avec Dita, mais aussi avec d'autres types de sources. Et l'intérêt, c'est que lorsqu'on envoie le contenu dans Flutopix, au final, tout est unifié. On n'a plus forcément une lecture comme utilisateur final de d'où vient ce contenu. Est-ce qu'il vient de Madcapflair ou est-ce qu'il vient de Dita ou même est-ce que c'était du Markdown? Les fonctionnalités qui sont offertes pour la plupart des contenus structurés seront les mêmes. Le fait de pouvoir créer des bookmarks, des collections, de pouvoir aussi créer des packages offline. Donc tout cela est automatisé, processé. Et dans l'éventualité d'une source de contenu qui n'est pas encore existante chez nous, ben, on va créer des connecteurs custom. Des connecteurs custom. Et ceci dit, concernant Dita, parce que c'est là aussi ce qui nous intéresse, concernant Dita, il y a quand même énormément de clients qui travaillent avec Dita, évidemment avec Dita OT pour le processing et pour le travail de rendu, et qui travaillent avec Dita, mais aussi potentiellement avec d'autres sources. Et alors là, c'est important effectivement de préciser ça dès maintenant par rapport au contexte de cette prestation, c'est la documentation chez PS. Alors oui, on écrit de la documentation chez PS. On en produit, elle est à visée interne pour l'essentiel. Euh, on a aussi comment dire, des procédures de validation de cette documentation, mais la particularité, c'est qu'on ne l'édite pas en Dita. On l'écrit en Markdown et ensuite on la pousse en intégration continue, en déploiement continu. On a aussi l'intégration de guides de style avec Veil notamment. On a aussi des prérequis au niveau des métadonnées pour les publications et pour s'assurer de la bonne gestion des documents. Donc, chez Professional Services, la relation à Dita, elle n'est pas tant dans nous, la documentation que nous produisons. Elle est beaucoup plus dans la pléthore de contenus que nous recevons de la part de nos clients avec des cas d'usage extrêmement diversifiés et avec effectivement des contraintes, parfois des attendus qui peuvent être très différents d'un projet à un autre. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que notre travail ne va pas juste concerner
comment rentrer du data dans Flutopix, ça va aller plus loin, ça va être aussi sur du diagnostic. C'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir des alertes, des erreurs ou à un moment des incompatibilités. Et parfois, parfois, voire même souvent, ce n'est pas lié à Flutopix, c'est lié à un moment à des habitudes de publication ou des méthodologies qui ont été implémentées historiquement dans une entreprise et qui n'ont pas forcément évolué, mais peuvent impliquer à un moment une évolution. Et le fait de passer sur un CDP comme Fluttopix, eh bien évidemment, ça révèle, ça met en évidence le fait qu'il y a potentiellement des inconsistances, des fragilités dans les workflows, dans la façon de travailler. Donc chez nous, il y a tout ce travail sur le diagnostic qui procède, qui effectivement vise à analyser le contenu, à être en mesure de fournir auprès des clients des retours sur de potentielles erreurs ou fragilités. Ensuite, il y a aussi tout ce qui relève de l'architecturation d'information. Il est très courant dans ce travail d'accompagnement que nous faisons de voir à un moment des masses de contenu qui arrivent, des méga maps, par exemple, en DITA, extrêmement lourdes et qui fondamentalement sont correctes, mais ne sont pas forcément optimales et peuvent poser des problématiques qui seront visibles durant une publication où ça pourrait prendre plusieurs heures de processing localement dans un Oxygène XML ou avec ma DitaOT en local, tout comme dans Flutopix. C'est véritablement des problématiques qui dépassent, à proprement parler, juste l'authoring, mais aussi l'architecturation d'informations. Et comme avec Dita, on peut répondre et donner des bonnes pratiques. Du coup, ce qui est relativement courant, effectivement, d'un moment d'entendre une demande de client et peut-être de devoir rappeler, de dire fondamentalement, si vous utilisez des clés, faites attention au duplicata de clés. Si vous voulez travailler avec des métadonnées, travaillez à tel niveau, au niveau de la map ou au niveau du topic, sur les métadonnées. Et d'ailleurs, la culture de la métadonnée qui est très importante chez Flutopix n'est pas forcément toujours évidente ou acquise chez les clients. Donc là aussi, j'aurais presque envie de dire, il y a une approche pédagogique. Côté Flutopix, il y a quand même aussi cette question qui est celle du processing avec DitaOT, où en l'occurrence, nous avons évidemment la base HTML produite via DitaOT avec un transtype XHTML, mais aussi nous avons des spécificités dans notre connecteur. C'est-à-dire que nous processons la source XML, nous travaillons avec le HTML généré par DitaOT, c'est vrai, mais le connecteur va aussi récupérer, travailler à partir d'informations directement dans la source XML, avant même les étapes de processing de DitaOT. C'est le cas pour les métadonnées, pour la définition de la structure de la publication avec la TOC ou même pour les titres. Donc, ça a pu poser à un moment des questions pour nous en termes de travail sur du pré-processing dans DitaOT où on se rendait compte que certaines informations étaient surchargées ou bypassées et parce qu'il y a effectivement une forme de cohabitation entre le travail de DitaOT mais aussi le connecteur qui a ses propres règles parfois et sur lequel le travail implique d'être en relation permanente avec les développeurs. Pour vous donner un exemple assez intéressant, l'EditAval. Le fait d'utiliser EditAval va automatiquement, en fournissant l'archive avec plusieurs EditAval, générer à la volée toutes les versions. Et ça, c'est fait automatiquement. La métadonnée VRM avec les attributs version, modification, release va automatiquement être rendue également. Donc ça, c'est des atouts, mais ça signifie que parfois, eh bien, pour comprendre ou pour être en mesure d'anticiper un potentiel effet de bord dans le cadre d'une customisation d'un plugin custom, il faut aussi comprendre les contours, les limites de ce connecteur et ce qui lui est propre. Alors, côté client, lorsqu'on a un projet qui arrive chez nous aussi, il y a des particularités. Effectivement, il y a des fois des clients qui évoluent d'un CDP à un autre, et notamment un CDP concurrent. Et ils ont leur propre plugin. Un CDP concurrent est susceptible d'avoir d'autres logiques dans la transformation, c'est-à-dire de transformer en HTML et hop, d'envoyer sur le serveur, et tandis que nous, on le processe, on l'analyse, on le digère, le contenu. Des clients arrivent avec effectivement des versions, avec des DTD, avec des plugins qui sont custom et qui ont été conçus bien avant, avec une antériorité, et le fait que, eh bien, ils n'ont plus la connaissance pour maintenir ou pour faire évoluer. Et puis, il y a aussi le fait que certains clients travaillent avec des toolkits véritablement anciens, sur lesquels
le développement de custom plugins peut être relativement limitant parce qu'on n'aura pas accès à certains points d'extension. Enfin, on a aussi beaucoup de clients qui travaillent évidemment avec des CCMS. Ixiasoft était mentionné parmi les partenaires. Voilà, Ixiasoft est un acteur majeur dans le secteur. Et certains CCMS, pour beaucoup, ils ont aussi leurs particularités sur la gestion des taxonomies, des variantes. Et le client poussant du contenu dans Fluitopix s'attend à ce que certaines fonctionnalités qui sont propres au CCMS soient reproduites ou soient effectives de la même façon dans Fluitopix. Donc là aussi, il y a tout un travail généralement qui vise à évaluer est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on peut le faire ou est-ce que ce n'est absolument pas possible. Voilà. Et donc, pour donner un moment un exemple, et là où ce que je vais décrire dépasse juste le cadre de Fluitopix. Ce sont des questions finalement que je vais aborder qui pourraient finalement toucher n'importe quel acteur à un moment qui travaille avec Dita et avec de la customisation à travers Dita, DitaOT. C'est juste qu'au sein de Professional Services, on est vraiment à un point d'entrée très fort là-dessus, où on a beaucoup de demandes et de problématiques à résoudre, et aussi ce qui permet notamment de soulager le produit qui va se concentrer véritablement sur des logiques qui dépasseront celles que l'on met en œuvre, nous, avec du développement custom. Pour donner un exemple, ici, on a, dans cet existant côté client, bah, il y a cette problématique fondamentale qui est comment est-ce qu'on adapte le contenu aux fonctionnalités. Et je vais vous montrer un petit exemple ici où on a un client qui a du contenu avec différents éléments. Il va y avoir des tableaux, il va y avoir des listes de définition, il va y avoir des codes blocs. Et ce client souhaite mettre en place des collapsibles, des menus déroulants, enfin des blocs qui s'ouvrent et qui se ferment et pour chacun de ces collapsibles, le label qui doit être utilisé devrait différer. Donc là, ici, on voit qu'on a un tableau et que le label doit être dépendant de cet élément. Donc avec Dita, pas de problème, nous avons tous les éléments différents. Et le label va différer. Ici, si j'ai un tableau, ici, si j'ai une liste de définition, ou en l'occurrence, on va s'appuyer sur le terme dans la définition qui est mis dans la liste de définition. Ou encore, ici, avec un code bloc, en l'occurrence, où on va avoir un label un peu plus générique. Eh bien, typiquement, là, c'est un besoin qui arrive où, par défaut, on a une fonctionnalité de collapsible dans Fluitopix, mais on n'a pas la possibilité de personnaliser au départ, comme on dirait out of the box, de personnaliser le label, de créer à un moment un label qui dépend du type de contenu. Donc, pour cela, effectivement, on rentre vraiment dans un contexte qui est d'une part de se greffer sur la fonctionnalité existante dans Fluitopix, mais surtout de pouvoir ensuite travailler dans la transformation sur des labels qui seront dépendants des éléments de contenu. Et là, ça, du coup, c'est intéressant. On est vraiment sur du cas par cas. C'est une possible problématique à laquelle on doit répondre. Alors, je parlais de métadonnées. La question de la métadonnée est effectivement cruciale. On s'en sert pour définir des prêts URL, on s'en sert pour définir des access rules, on s'en sert pour créer, configurer des paginations spécifiques. Grâce aux prêts URL, on a véritablement une multitude de possibilités. Elles sont vraiment au centre du produit en termes de fonctionnalité, mais évidemment aussi en termes d'information, notamment pour des facettes, des filtres, du filtrage, des tags, pour enrichir le contenu. Et là, à partir de cela, on a généralement, la plupart des cas d'usage que je vais vous présenter se tournent autour de la question de la métadonnée, parce que c'est effectivement central pour nous et pour les clients, ce n'est pas toujours forcément acquis. Notamment ici, créer une métadonnée stable destinée à la définition d'une pré URL. Nous avons une forme de système qui permet de configurer des pré URL. La problématique, c'est que souvent, les clients n'ont pas forcément totalement une vue sur les prérequis et vont s'appuyer par exemple sur le titre de la publication. Or, ce titre de publication est amené à être régulièrement mis à jour. Et par conséquent, en termes d'indexation pour les moteurs de recherche, eh bien, on peut se retrouver avec des évolutions sur les topics sur lesquels ça pointe. Donc, une solution consiste à travailler sur des méta stables qui ne bougeront pas dans le temps et qui seront toujours lisible, accessible. Donc là, typiquement, on va travailler avec de la métadonnée. Et peut-être qu'à ce moment-là, si le contenu n'est pas assez riche en termes de métadonnées, il faut accompagner le client en donnant des conseils et voire en travaillant même sur des possibles générations de métadonnées complémentaires euh, à travers un plugin. La clusterisation.
C'est-à-dire que dans les résultats de search, dans un portail, on peut avoir plusieurs versions, typiquement là avec cet exemple dans Screenshot, générées automatiquement d'ailleurs avec les aval. Les aval vont automatiquement clusteriser les publications, mais parfois on a des versions, on a des variantes dans des publications qui ne sont pas directement identifiées comme relatives les unes par rapport aux autres. Il va falloir les clusteriser. Donc on va travailler sur certaines métadonnées avec un identifiant commun entre les différentes versions. Ensuite, un autre exemple, c'est le fait de pouvoir rendre accessibles des méta fonctionnels, notamment avec le Change History List, l'élément Change History List, et le domaine de la gestion de version, le Release Management, qui est exploité par beaucoup de clients, mais pas forcément rendu visible. Or, souvent, c'est une question, c'est j'ai ces métadonnées dans mon contenu, j'ai besoin de le rendre accessible, j'ai besoin de le rendre visible, comment est-ce que je peux faire? Donc là, on va travailler du coup sur la génération de contenu, de topics, à partir de ces métadonnées. Mais fondamentalement, au départ, il y a ce distinguo entre ce qui relève de la source, de l'information mise dans la source, et ce qui est rendu ensuite visible. Donc là aussi, c'est absolument important et ce sont des questions qu'on nous sommes amenés à aborder. Alors, on peut avoir aussi un cas où beaucoup de clients sont encore sur des DTD, et quelques clients utilisent Relax NG comme schéma. Et il s'avère qu'on se rend compte que ça pouvait générer des erreurs, des warnings, où en l'occurrence, on avait, a priori dans le connecteur, on détectait des classes manquantes sur le type de contenu. Donc typiquement, pour cela, eh bien, on va faire des choses des fois très simples. Des fois, on a des plugins ou des besoins clients auxquels on répond assez facilement, assez rapidement. Des fois, c'est beaucoup plus complexe, mais là, c'est très simple. On va forcer une classe en déclaration dans les contenus type topic. Et puis, pour faire en sorte que dans le pré-processing, ensuite, il n'y ait plus de messages d'alerte. Et surtout, pour offrir au client l'accès à des logs les plus pertinents possibles, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs ou des inconsistances, qu'elles soient le plus cohérentes. Puisque dans FluTopics, notamment, on peut tout, tout le monde, hein, tous les administrateurs, les content publishers et puis les personnes qui ont les droits requis peuvent accéder aux logs, les logs de DitaOT, mais aussi des informations complémentaires qui sont fournies lors du processing par le connecteur. Typiquement, à un moment, une DTD n'est pas conforme, des références d'images sont manquantes, duplication de clés, des cross-refs, ça peut être ce type de problématique. Voilà, donc le but, c'est de fournir les informations les plus pertinentes et pour cela, on essaye de comprendre et de résoudre l'affichage intempestif d'alertes non pertinentes ou nécessaires. Alors en face de ça, effectivement, il y a eu des évolutions. Le connecteur DITA est un des plus anciens. Évidemment, il évolue tout le temps avec des releases hebdomadaires et des releases majeures tous les 6 mois. Et côté connecteur DITA, tout le temps, il y a de l'évolution. C'est lié à plusieurs choses, hein. C'est lié évidemment à l'évolution de l'aspect, c'est lié aussi aux évolutions par rapport à DitaOT, c'est lié aussi à des besoins clients. Et donc, il y a eu avant, parmi les évolutions les plus importantes, eh bien, avant, les clients ne pouvaient pas directement uploader leur DitaOT. Ils ne pouvaient pas non plus spécifier leur transtype ou les paramètres associés. Donc ça, c'est possible, typiquement. Maintenant, c'est configurable directement par un administrateur. Ensuite, il y a eu une évolution majeure qui a été faite, c'est sur la gestion des métadonnées générées en HTML, avec un transtype HTML5 par exemple, le fait qu'on va s'appuyer sur des métadonnées de type metaname content qui n'étaient pas accessibles. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, le fait que le connecteur va travailler sur une étape préliminaire où il va récupérer de la métadonnée avant le processing de DitaOT. Donc, lorsqu'on crée des plugins custom, les métadonnées générées en metaname content n'étaient pas retrouvées. C'était effectivement problématique. Donc là, il y a eu effectivement des évolutions par rapport à ça. Je vais donc maintenant attaquer un premier cas d'usage qui est assez intéressant, qui a été aussi, au final, le besoin initial est souvent revenu chez d'autres clients, c'est le fait de vouloir rendre accessibles certaines métadonnées de type notamment attributs, mais comme des éléments de métadonnées. Et alors le cas d'usage initial, c'est un client, chef de projet, responsable d'une équipe de tech writers, de rédacteurs techniques, et il utilise une subscheme map où il centralise du coup toutes les informations de façon hiérarchique.
Ils ont bindé ça avec notamment other props. Et puis, ce qui se passe, c'est que ils veulent rendre ça accessible comme des éléments. Alors, ils ont tagué les topic ref dans les maps. Ils taguent avec des attributs et ils s'étonnent et ensuite ils s'attendent à voir ces attributs rendus comme des éléments de métadonnées à part entière. Alors, on essaie de discuter avec eux, on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils ne voudraient pas déclarer ça proprement dans les topics méta, book méta ou prologue? Est-ce que ce ne serait pas quand même une meilleure idée? Et c'est compliqué parce que, à un moment, c'est un travail sur du contenu et puis aussi, c'est un travail avec une équipe. Et si l'équipe est en résistance, bon, alors on va essayer de simplifier le travail, on va automatiser ça et on en vient à créer effectivement un plugin. Donc, plugin ici, Suggest Scheme Map to Elements, où fondamentalement, on va travailler sur 2 points d'extension un au niveau de la map qui va nous permettre de créer des éléments other meta dans lesquels on va populer, je sais pas, en tout cas, on va fournir les informations issues des attributs dans les topic ref vers du coup des éléments other meta dans la map. Et ensuite, on aura le second point d'extension que l'on voit ici sur la transformation HTML5 qui permettra de restituer, de rendre visibles ces éléments. Ici, dans cette capture d'écran, on a bookmap, on a product, other props et delivery target qui sont mis en attributs, qui sont tagués, qui sont retrouvés depuis la Suggest Scheme Map. On voit notamment dans Oxygène l'héritage qui procède de ces attributs vers les enfants. On voit également ici que si je retire les attributs déclarés au niveau de la bookmap, le seul topic qui a ses propres attributs supplémentaires, autres que ceux qui étaient déclarés au niveau de la bookmap, c'est sur ce topic. Donc, le plugin va constituer d'une part à récupérer les valeurs d'attributs au niveau des topic ref, ensuite à les insérer dans des éléments de type other meta, et enfin d'appliquer un héritage de la map aussi vers les topics, tout en prenant en compte les différences, en récupérant également les valeurs d'attributs spécifiques au topic ref. Dans le résultat final, une fois que le, euh, une fois que le plugin procède correctement, on voit ici que l'on récupère bien des metanames avec pour clé la valeur de l'attribut en content et la clé correspondant à l'attribut. Et a priori, jusque-là, eh bien, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est voilà, un besoin notamment sur lequel nous avons été amenés à répondre à une problématique spécifique de métadonnées. Un autre cas d'usage qui est véritablement intéressant et qui a été récurrent, c'est Other Meta et la question de l'héritage. Alors, ce qui se passe avec Other Meta, c'est qu'évidemment, c'est très pratique. C'est très pratique, on l'utilise de façon récurrente, c'est flexible, générique au niveau de la map, du topic, et surtout, eh bien, Other Meta, jusqu'à une certaine version d'ITAOT, était hérité de la map vers les topics. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution de DITAOT, à partir de la 3.5, il n'y a plus d'héritage de Other Meta de la map au topic, ce qui implique que d'un coup, on a des clients qui ne comprennent plus pourquoi ils ne retrouvent plus une valeur, ils ne retrouvent plus une métadonnée au niveau des topics. Et ça peut poser des véritables problématiques, notamment dans un CDP où, au moment où si on tag une ressource, si on s'attend à ce qu'il y ait un héritage appliqué aux sous-ressources, et d'un coup on se rend compte que cette valeur métadonnée n'est plus appliquée, ça peut avoir des conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un moment à l'information, on va voir la spec. Et on constate qu'il y a des contradictions. Dans la spec 1.2, il est indiqué que Odometa, oui, Odometa fait partie des éléments qui va cascader. Mais dans la même spec, dans un autre chapitre de la spec, on voit que le tableau récapitulatif indique que non, ça ne va pas cascader vers les topic ref. Alors, dans la spec ici, 1.3, excusez-moi ici pour la coquille, c'est 1.3. Dans la spec 1.3, eh bien, il y a un moment la correction, et effectivement, Odometa ne doit pas cascader de la map vers les topics. Côté DITAOT, ça prend plusieurs versions. Il y a plusieurs mois, voire plus, entre le moment où c'est mis en application, et enfin, il y a un commit qui est fait en mars 2020, où en l'occurrence, on cesse de propager Other Meta au niveau du topic. Donc la 3.5, c'est acté. Voilà, il n'y a plus d'héritage de Other Meta. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, on a plusieurs solutions. La première, c'est est-ce qu'on conseille aux clients de continuer à utiliser un DITAOT antérieur à 3.5?
L'avantage, c'est que on n'a rien à faire. L'inconvénient, c'est qu'on n'accède pas du coup à des évolutions du toolkit, typiquement le support de Markdown dans une map. La maintenance au long terme, c'est quand même plus périlleux. La résolution des bugs, on n'y a pas accès. Autre solution, éditer, recompiler le code source, même si on est sur une version ultérieure, la 3.7, plus, et on va récupérer le commit, là où à un moment ça a été modifié dans le code source de DitaOT, on va recompiler. Et à ce moment-là, on aura effectivement quelque chose de robuste qui opérera en amont. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucune traçabilité. Et puis, c'est plus technique, on ne peut pas forcément imaginer faire ça à chaque fois pour tous les clients. Troisième solution, effectivement, solution retenue, concevoir un plugin spécifique, facile à maintenir, facile aussi à ajouter, à supprimer, à adapter. Inconvénient, effectivement, c'est qu'il faut l'installer pour chaque projet et il y a de possibles interactions. On n'en a pas eu encore, mais il pourrait y avoir des interactions avec d'autres plugins existants, éventuellement. Le petit challenge, c'était à un moment la question de la transmission de l'information de la map au topic, en travaillant notamment avec un fichier de paramètres. Donc, on a effectivement conçu ce plugin, qui a une structure, comme vous pouvez le voir, extrêmement simple, pour ne pas dire minimaliste, avec effectivement la définition du plugin, une transformation avec la XSL, et puis le fichier de paramètres. Si on regarde très rapidement, un petit peu plus dans le détail, le fichier de plugin va travailler sur les points d'extension de transformation HTML, va à un moment cibler aussi le fichier de paramètres. Ce fichier de paramètres va permettre de cibler au niveau de la map. Ensuite, au niveau de la transformation, on va juste travailler sur le template de génération de métadonnées appropriées. Et ce qui fait que, fondamentalement, si on prend un moment deux exemples types, avec ici, au niveau de la map, Trees and Europe, au niveau du contenu, au niveau des topics, on a Pine Tree and Pinus Sylvestris. Si je génère ça avec un dita OT Vanilla, on constate évidemment au niveau du topic que seule la métadonnée déclarée dans le prologue sera rendue visible. Une fois que l'on génère de nouveau le contenu avec le plugin, et bien voilà, nous avons la métadonnée issue de la map, hors meta, récupérée au niveau du topic. Alors ça paraît très simple, ça paraît même dérisoire, mais ça rend énormément service et à un moment, il y a eu des vraies questions qui sont posées autour de ça. Parce que fondamentalement, comment est-ce qu'on y répondait? Est-ce que c'était... Parce qu'il a fallu clarifier. Il y a même un moment un sujet qui a été ouvert sur la liste d'ITA à ce sujet, hein, où il y avait des informations pas toujours cohérentes. Et nous, souvent, on a ce travail aussi d'explication, de pédagogie auprès des clients en disant, eh bien, à partir de cette version-là, si vous voulez, par exemple, utiliser du Markdown dans votre map, vous allez passer sur une version ultérieure, vous n'aurez plus d'héritage de Other Meta. Et ça peut être un handicap. Ah, mais pourquoi ils ont fait ça? Voilà. Donc, il y a aussi toute cette question, ça paraît simple, ça paraît un peu mineur, mais si un client se retrouve avec une publication avec 10 000 topics, il n'est pas envisageable pour eux d'éditer les prologues pour mettre les déclarations appropriées. Ou bien ça implique pour eux des questions, ou comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire ça avec leur refactorisation? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils vont créer un plugin ou pas? Est-ce qu'ils vont faire ça avec du processing fait avec Python? Parce qu'il y a des fois aussi, ça c'est ce que je dois préciser, c'est qu'il y a des moments où nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas forcément gérer une problématique avec un plugin. Et des fois, on va travailler avec un script Python pour faciliter, pour résoudre un problème. Typiquement, un CCMS va insérer des espaces dans les noms de fichiers. C'est pas terrible. Ça va lever des warnings. Ce ne sera pas bloquant, mais ça va lever des warnings ou des caractères spéciaux dans des noms de fichiers. Eh bien, pour conserver la, con- la structure, d'une part, dans la map avec les topic ref, et puis euh, éviter d'avoir des warnings inutiles parce qu'il y a des espaces dans les noms de fichiers, eh bien, on va faire un processing via un script Python. Voilà, c'est typiquement le genre de situation, on ne va pas passer par un plugin, on va le faire avec d'autres outils. J'aborde du coup le troisième cas d'usage qui est absolument passionnant, qui est MathML vers SVG, qui a été du coup porté dans un plugin spécifique, ça s'appelle MathML to SVG. Fondamentalement, ce cas d'usage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la conversion de formules mathématiques en MathML vers du SVG. Alors, le contexte client, on va parler d'équation. On a du contenu édité en Dita par un acteur industriel énorme
qui travaillent sur des définitions de spécifications pour notamment des équipements et puis la construction aussi de bateaux, de flottes, de tankers et avec des contraintes techniques et technologiques extrêmement précises et complexes. Et pour cela, il y a énormément d'équations. Calcul de charge, épaisseur de tôle. Et donc, le contenu est truffé d'équations mathématiques et ce contenu est édité et mis et autoré dans Dita en MathML, un langage à balise, comme on peut le voir ici. La problématique qui se pose et qu'on va avoir, en fait, il n'y a pas la problématique, il y a les problématiques, il y en a plusieurs, c'est que MathML va rendre le contenu, va avoir quand même effectivement des contraintes syntaxiques, mais ne va pas forcément vérifier la validité mathématique. Et ensuite, ce que nous, on a rencontré comme problème, c'est une problématique de rendu. Alors, pour aller plus loin, pour rendre du MathML, on peut s'appuyer sur une librairie qui s'appelle Majax dans un navigateur. La plupart d'ailleurs des navigateurs aujourd'hui rendent naturellement les contenus mathématiques, mais avant, ou même lorsque dans les cas des navigateurs où ce n'est pas accessible, eh bien, on va installer Majax, qui est cette librairie qui permet de rendre du contenu mathématique, du LaTeX, voire même du ASCII Math ML. Euh, et donc, lorsqu'on voulait rendre un moment du contenu dans le navigateur, jusque peu et avant que le navigateur supporte, il fallait installer Majax. Si on regarde ici du contenu mathématique rendu dans Oxygène, Oxygène, par défaut, rend correctement les équations. Il n'y a pas de Majax dans Oxygène, ou en tout cas, ils ont implémenté leur propre système pour pouvoir visualiser et rendre correctement les équations. La problématique à laquelle le chef de projet qui a suivi ce cas, cette demande, c'est que côté produit, si on rend un moment, on veut faire un PDF depuis le navigateur, on va s'appuyer sur une imprimante PDF qui est propre à la machine ou et au navigateur, avec ses particularités. Le souci avec ça, c'est que les PDF qui sont générés peuvent avoir des faiblesses, notamment lorsqu'il y a des longs tableaux ou sur les footers ou sur les headers. Donc, pour avoir des PDF qui sont vraiment conformes et qui sont cohérents, on va plutôt faire appel à un service de génération PDF installé côté serveur, WheezyPrint en l'occurrence. Le cas aussi particulier qui nous intéresse, c'est le fait que ce client génère à la volée, selon des caractéristiques diverses et multiples, génère finalement des versions uniques de publication. Et pour ensuite générer ces versions uniques, ensuite, le mécanisme sur lequel s'appuie fait que pour avoir du PDF, eh bien, il faudra le générer via le serveur avec le service d'impression PDF. Donc, cette option-là. Et qu'est-ce qui se passe du coup lorsqu'on fait un rendu PDF standard? Eh bien, on a une équation. Le contenu est effectivement rendu, mais il n'est pas mis en forme. Et là, dans le cas présent, on pourrait dire bah, il faut installer dans ce cas-là Majax, parce que du coup, là, on ne fait pas ce rendu PDF via un navigateur. Donc, il faudrait pouvoir, via ce serveur de rendu PDF, avoir une librairie comme Majax qui permettrait de faire une mise en forme comme ici. Donc, on en arrive à un moment, à un point, il faut trouver une solution. Et la solution qui est implémentée, c'est, eh bien, on va convertir, avant même d'envoyer dans le serveur PDF, on va convertir ces équations et on va les convertir en images et on va les convertir en SVG. Comme ça, ce sera du coup pas sujet à une perte de qualité. Et on va du coup réfléchir comment on peut travailler avec DataOT à cette fin-là. En faisant un état des lieux de ce qui existe, de ce qui est utilisé ou ce qui est mis en partage, on constate que Oxygène met en partage un plugin qui, du coup, fait de la conversion de LaTeX vers SVG. Ce n'est pas totalement notre besoin, mais c'est quand même une partie du chemin qui est faite. On constate aussi qu'il y a un ensemble de transformations d'XSLT qui permettent de faire de la conversion, notamment de MathML vers du LaTeX. OK. Bon, alors on va essayer de prendre à bras-le-corps ce challenge. Et on a une première phase. Cette première phase vise à prototyper, à vérifier notre hypothèse. Est-ce que on peut transformer du MathML vers du LaTeX et ensuite vers du SVG? On a un script Python qui transforme le contenu MathML dans une archive type, une archive un peu monstre d'ailleurs, avec des centaines et des centaines d'équations. Et on convertit les équations en MathML vers du LaTeX. Problématique, même si ça fonctionne, c'est que ça doit être exécuté à chaque fois qu'une mise à jour est faite, et puis le client devrait le faire de son côté. Bon, c'est pas du tout automatisé,
mais ça nous permet de vérifier la validité de la conversion et de vérifier si on a bien effectivement du contenu de LaTeX. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'on a quelque chose d'à peu près fonctionnel et que le rendu ensuite du LaTeX vers le SVG est fonctionnel et ça marche bien. Donc, il faudrait chaîner différentes actions, maintenant, faire du MathML vers du LaTeX et du LaTeX vers du SVG. Et donc, il faudrait implémenter ces différentes opérations ensemble avec plusieurs plugins d'ITAOT. Et surtout, on va avoir une problématique que sont les erreurs. Les erreurs qui vont être levées durant le processing euh, parce que la conversion de LaTeX vers du SVG s'appuie sur une librairie qui est JLaTeX Math, qui est, en l'occurrence, va vérifier la validité mathématique. Donc, MathML est beaucoup plus permissif à sa façon. Il va rendre le contenu, même si ce n'est pas valable, même s'il manque des parenthèses ou même s'il y a des problèmes sur les fractions. D'un point de vue mathématique, ce n'est pas valable, mais on le rend. En LaTeX, ce n'est pas possible. Et la librairie s'appuie là-dessus et est quand même assez restrictive. Donc chaque fois, ça stoppe le processus. Étape par étape, donc, phase 2 maintenant. Maintenant qu'on a un petit peu déjà diagnostiqué, qu'on a un POC, on peut avancer. On a évidemment, dans l'ensemble des éléments concernés, on a ici MathML qui permet dans tous les cas d'interpréter, de convertir le contenu MathML. On a le plugin qui a été mentionné qui permet de faire la conversion de LaTeX vers SVG. Et enfin, on a MML to LaTeX qui va permettre de faire la conversion de MathML vers LaTeX en s'appuyant sur un ensemble de feuilles de transformation, de feuilles de style qui vont transformer le MathML vers du LaTeX. Et là, du coup, eh bien, on aura des erreurs et il va falloir diagnostiquer ces erreurs. C'est-à-dire, il va falloir voir si dans l'XSLT, il n'y a pas des adaptations. Est-ce qu'on gère une variante, mathHit, mathBold, par exemple? Est-ce que la fraction a bien été prise en compte? Comment est-ce qu'on peut effectivement anticiper les erreurs ou est-ce qu'on ne doit pas augmenter les feuilles de transformation de la librairie? Donc, c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que chaque fois qu'on a une erreur, ça bloque le processing et on a juste une information sur le topic et potentiellement un peu de détails sur quelle peut être potentiellement l'erreur. Et donc pour cela, c'est pas terrible parce que si on a des topics extrêmement longs, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc pour cela, on en arrive à une solution qui est un peu lourde mais qui est fonctionnelle, c'est on utilise un plugin de rendu de LaTeX dans Oxygen. Ça permet de prévisualiser dans l'éditeur même les équations en LaTeX. Donc on trouve les topics problématiques, c'est dans la source temporaire, puisque du coup, le rendu final n'est pas bon. Donc, je vais aller voir dans le XML. J'ouvre mon XML dans la source temporaire. Et là, en scrollant, en cherchant, c'est quand même assez fastidieux. Je trouve à un moment une équation qui n'est pas rendue comme image, mais qui est rendue en rouge, toujours de façon textuelle, où a priori, il y a quelque chose qui est douteux. Donc, il faut identifier si c'est un problème mathématique, et en l'occurrence, c'est souvent le cas. Souvent le cas, c'est une parenthèse est manquante, une parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, une parenthèse est déclarée en string au lieu d'être déclarée en opérateur, problème de fraction, problème d'exposant, est-ce qu'on a mis au bon endroit? Donc, il y a une multitude de cas d'usage qu'on a listés au fur et à mesure pour, d'une part, adapter notre plugin sur différents cas d'usage et potentiellement aussi communiquer des bonnes pratiques auprès du client. On arrive à la phase 3. On a des PDF qui sont rendus avec les SVG, c'est absolument formidable. Et donc, on est tout content. On avait quand même un ou deux samples conséquents qui ont été diagnostiqués. On a fait du rendu, on a communiqué des bonnes pratiques aux clients. Et puis, bah, deux semaines plus tard, on nous dit eh non, c'est pas bon. Il y a encore des soucis. Il y a des nouvelles erreurs, des erreurs qu'on n'avait pas pu anticiper. Et le problème, c'est que on va régler une erreur. Sur 100 erreurs, il y en aura une qui sera vraiment liée à une mise à jour de la XSLT. C'est-à-dire que toutes les autres seront des erreurs mathématiques ou des fautes d'inattention qui relèvent de la responsabilité du client. Or, on prend une par une, tac, 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 à essayer de résoudre. C'est quand même assez fastidieux. Donc, on prend la décision, a priori, initialement, on s'est posé la question, est-ce qu'on accompagne, continue à accompagner le client à diagnostiquer puis à résoudre les problématiques avec le client, ou est-ce qu'on rend la librairie de rendu plus permissive? Et donc, c'est ce qui a été fait. On a édité la librairie Java, on modifie les exceptions, on met des try and catch, on anticipe certains cas d'usage, notamment comme les parenthèses, on fait un formatage en couleur rouge pétante pour, dans la sortie finale, bien montrer au client là où il y a des équations à corriger. On recompile et c'est donc ainsi que nous avons pu terminer la livraison de ce plugin. Alors j'arrive effectivement à la conclusion, après ces différents cas d'usage. Euh, alors DITA OT chez Professional Services, eh bien c'est passionnant. Ça implique effectivement un spectre élargi d'actions.
véritablement une capacité d'imagination pour inventer des solutions. C'est pour ça que j'ai mis ce gif de Theo Johnson, qui est un artiste ingénieur qui travaille sur des machines qui ne fonctionnent qu'avec des machines, des sculptures cinétiques qui fonctionnent avec le vent, par exemple. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans cette analogie qui est assez proche, c'est-à-dire que on va à un moment analyser, modéliser, anticiper, et ensuite, eh bien, une fois que c'est lancé, c'est autonome. On a finalement les conditions de réalisation qui sont permises par l'automatisation avec DitaOT. Et ça implique quand même aussi d'être extrêmement imaginatif. Et dans le cas notamment de Field Topics, c'est important parce que notre priorité, c'est de maximiser l'usage, de permettre d'avoir une expérience utilisateur la plus satisfaisante possible. Et grâce notamment à ce travail que nous faisons chez Professional Services, eh bien, on permet effectivement de créer des connexions entre le produit qui n'a pas effectivement forcément, mais il ne peut pas avoir cette exhaustivité de cas d'usage et cette capacité à répondre à la totalité des demandes. Et du coup, on arrive à faire la connexion. Et enfin aussi, ce que je trouve passionnant avec DitaOT, c'est la question de la communauté nationale, Dita Molière évidemment, mais aussi internationale, avec le travail sur le partage de ressources, d'échanges, de plugins, où je trouve que c'est intellectuellement et humainement stimulant. Et je vous remercie. C'est donc la fin de cette présentation. Bien. On te remercie aussi. On a encore le temps pour quelques minutes de questions. Je vais commencer juste par une, je pense, pour faire un petit peu euh, on a fait il y a quelque temps une conférence sur les métadonnées. Et en fait, les métadonnées, c'est quelque chose. On s'est aperçu que finalement, la plupart des gens disent les métadonnées, on n'en applique pas, on n'est pas à jour, on n'est pas très bon parce qu'on n'a généré que du PDF, parce qu'on n'a jamais été plus loin, on fait quelque chose d'assez simple. Donc la question, c'est tout ce que tu as présenté, c'est basé sur les métadonnées, en fait. Donc, comment on fait est-ce qu'effectivement, vous avez beaucoup de contenu qui arrive et qui n'est pas suffisamment riche? Et comment vous travaillez dans ce cas-là? Vous accompagnez le client? Il y a des outils pour enrichir en métadonnées? Il y a des... Oui, c'est une vraie question, hein, fondamentalement. Effectivement, en étant web, il n'y a qu'un produit qui travaille avec de la métadonnée pour beaucoup. Beaucoup de clients ont une culture PDF ou sont pas forcément soumis à ces questions-là. Euh, et du coup, bah, de la pédagogie, des supports, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup souvent d'exemples. J'ai parlé de la doc que nous, on produit en interne, mais on a aussi beaucoup de ressources qu'on produit en interne partageables avec les clients. Donc, on ne sait pas toujours, on n'est pas toujours en train de prendre à bras le corps le besoin pour y répondre avec du plugin custom. Des fois, c'est juste effectivement donner des archives très simples. Le gros problème, c'est qu'on peut avoir des clients qui ont de la doc legacy extrêmement dense et riche, et c'est difficile d'y retrouver à un moment une logique dedans. Donc, à un moment, en fournissant des archives extrêmement simplifiées qui permettent d'exemplifier un usage, ça les aide. Après, ça n'exclut pas quand même ce travail qu'eux-mêmes ont à faire en interne. Pour beaucoup, il y a effectivement ce travail qui est fait avec les chefs de projet, avec les responsables des équipes de tech writers, où il y a ce besoin. C'est un vrai challenge. C'est un vrai Il y a des challenge. solutions de type IA pour faire du machine learning, d'enrichir le contenu ou c'est fictif Alors, on a aussi, effectivement, à travers le produit, je réponds juste après sur l'action de l'IA, mais enfin, je vais répondre de suite même. Ça, c'est Fabrice, Fabrice le visionnaire, et qui effectivement va avec, effectivement, imaginer tout ce que va constituer effectivement ce moteur à travers l'IA pour enrichir. Donc ça, je sais que ça fait partie effectivement des grands chantiers, de la façon de penser la métadonnée et de l'enrichissement. Après, de façon beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que souvent, Fabrice, moi je trouve que c'est formidable parce qu'effectivement, il ouvre les perspectives. Et nous, des fois, on est dans le temps réel là et ce on qu'il n'a y pas a. forcément les mêmes temporalités. Et du coup, de façon pragmatique, le produit permet de faire de l'enrichissement de métadonnées déjà par défaut. On a ce qu'on appelle l'Enrich and Clean, qui est un mécanisme où on travaille, on envoie des CSV ou du SCOS, RDF, avec des taxonomies qui vont nous permettre de faire des synonymes, qui vont nous permettre de faire des valeurs hiérarchisées, qui vont nous permettre effectivement de faire énormément de choses. Et donc là, au final, c'est quand même un moyen relativement simple, euh, relativement accessible, simple d'usage et qui permet quand même déjà de faire l'enrichissement de métadonnées avec quand même, moi, mon parti pris, c'est travailler à la source.
Je pense que fondamentalement, même si on peut travailler a posteriori dans le produit en faisant l'enrichissement de métadonnées, ça ne vaut pas une bonne stratégie. Et d'ailleurs, je crois que le gros de notre travail à tous chez Professional Services se joue là. C'est vraiment de rendre un moment prégnant ce besoin et cette problématique en disant ne négligez pas une stratégie de métadonnées. Je sais que dans le milieu, beaucoup de spécialistes militent pour ça et ça me semble fondamental. Je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu expliquais, effectivement, Gaspard. Ce qu'on voit assez souvent, c'est des clients qui utilisaient déjà Dita, mais qui avaient une vision, on va dire, PDF et donc orientée papier, finalement. Nous, on a eu assez souvent des clients qui avaient, par exemple, des contenus avec des informations au début de chapitre en disant bah, ce chapitre, finalement, est applicable à telle et telle référence de produit, ce qui fait un sens quand on fait du PDF. Mais dès qu'on a la possibilité d'utiliser un outil tel que Topic, évidemment, il faut changer totalement l'usage. Et donc, finalement, on est capable, dans certains cas, d'analyser de manière plus ou moins automatique les contenus et dire bah, finalement, cette information-là qui était présente de manière explicite dans le contenu, il vaut mieux qu'on la transforme sous forme de métadonnées pour justement ensuite avoir toute la richesse de Topic et filtrer automatiquement et n'avoir que les informations qui sont pertinentes. Donc, c'est vrai que les clients qui ont déjà la chance d'être sur Dita, ils ont c'est un accélérateur quand on souhaite passer sur Topic, mais il faut être conscient que euh, l'usage des contenus étant différent, il y a effectivement ce type de réflexion à avoir sur la question des métadonnées. Et dans certains cas, finalement, en analysant un peu le contenu, si on a eu la chance un petit peu de normaliser sa façon de rédiger, on est capable d'écrire ça et puis de transformer finalement une fois pour toutes les contenus en amont et éviter évidemment de le faire du côté de Topic. C'était une des conclusions de notre table ronde sur les métadonnées, c'est de dire en fait les gens ont souvent sous-estimé l'effort sur la métadonnée parce que c'était une approche, le déploiement de DITA en France a souvent été très pragmatique. On démarre par en bas, on achète Oxygène, on crée des premiers PDF et il n'y a pas une approche, je dirais, top-down un petit peu plus sur la stratégie, l'architecture, des choses comme ça qui manquent un petit peu dans les déploiements. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on avait retiré de cette table ronde, c'est de dire, faire un point disons, une vraie stratégie sur la métadonnée. Ça servira tôt Mais ou tard. mon propre retour d'expérience finalement par rapport aux métadonnées et à Topic, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'effectivement, Topic permet de prototyper. C'est-à-dire que dire à un client, voilà, quelles sont finalement les métadonnées dont vous avez besoin, de but en blanc, ils sont capables de dire finalement celles que eux vont utiliser pour retrouver les contenus du côté du CMS, savoir comment ensuite les utilisateurs vont exploiter les métadonnées du côté de Topic, ils ne savent pas toujours le faire. Et donc là, on est capable facilement de leur dire, bah, écoutez, on va essayer, on va aller ajouter des métadonnées sur certains contenus, remonter ces contenus dans Topic et finalement jouer avec ces métadonnées Topic jusqu'à arriver au comportement qu'on souhaite, tout en ayant également en tête que de toute façon, il n'y a jamais rien de figé. C'est-à-dire que si à l'usage, on se rend compte qu'il y a des métadonnées qui deviennent nécessaires ou d'autres, finalement, à l'usage, on se rend compte qu'elles n'ont aucune utilité, on est capable évidemment de revenir dessus. Mais ça permet Ouais. effectivement de prototyper, de démontrer. Ouais, c'est un point intéressant parce qu'il y a eu récemment un débat avec les développeurs sur l'évolution des métadonnées générées en HTML via un plugin en DitaOT et le fait que ça pouvait potentiellement avoir des conflits avec des métadonnées que nous gérions par défaut, nativement. Et donc, on en vient à un point où il faut décider véritablement quelles vont être les métadonnées à rendre absolument via un processus qui est fait avec DitaOT. Donc, pour cela, bah, la décision, c'est d'utiliser un préfixe spécifique qui va assurer que ces métadonnées seront bien prises en compte dans le connecteur. Parce que sinon, on peut avoir beaucoup trop de métadonnées. Et d'ailleurs, c'est la question de base, hein, c'est une des questions de base lorsqu'on crée un connecteur custom. Ce n'est pas spécifique à Dita, mais j'étais dans ces situations-là avec du contenu issu notamment de Salesforce ou de Jira. Ben, c'est quelles métadonnées voulez-vous? Et au final, avoir 100 valeurs de métadonnées, puis dire, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? À un moment, si, posez-vous, réfléchissez à quelles métadonnées, parce qu'après, dans l'usage, au final, définir des règles de pré-URL, d'Access Rules, ça n'a pas besoin de 40 000 métadonnées. Mais il faut que ce soit les bonnes et qu'elles soient surtout bien appliquées. Mais on approche de la toute fin. Juste une dernière question, Gaspard. Ton métier, tu interviens sur des nouveaux clients que vous déployez ou tu interviens sur des clients qui sont déjà en place qui veulent passer à l'étape suivante? Les deux. Les deux, absolument, parce que côté support, on ne peut pas demander au support de passer autant de temps sur du diagnostic, parce que des fois, c'est vraiment des questions un peu épineuses. Et puis par ailleurs aussi de faire le lien avec l'équipe de développeurs sur FT Content. FT Content, c'est l'équipe plutôt contenu. Donc c'est les deux, évidemment, c'est l'implémentation. Puis ensuite, c'est aussi les collègues au sein de PS aussi qui travaillent sur ces questions-là. Donc ça, c'est vraiment dans les deux cas d'usage, c'est valable. D'accord. Et donc, vous cherchez des spécialistes d'ITA, ça vous intéresse aussi qu'on forme plus de gens d'ITA et des experts d'ITA en France?
Moi, je ne suis pas à convaincre, hein. Je ne suis pas à convaincre, je pense que c'est fondamental, effectivement. Et ce qui est quand même plaisant aussi, c'est que quand même beaucoup de clients que l'on voit arriver chez nous sont des clients qui, en l'occurrence, évoluent d'environnement de doc non structuré, typiquement, ils vont faire du Confluence, et qui passent du coup sur un CCMS et qui font de la doc en Dita. Donc là, c'est plutôt quand même, ça va dans le bon sens, mais malgré tout, je parlais de pédagogie, c'est pas juste vis-à-vis de FT et des prérequis dans FT ou comment ça peut être pertinent d'utiliser la métadonnée dans FT, c'est ensuite même sur des questions d'autoring général. Typiquement, je parlais de du duplicata de clés, où effectivement, c'est des cas classiques où ça plante dans une publication, disant, ouais, mais vous avez mal défini vos clés ou vous avez créé des doublons. Enfin, et donc là, c'est vraiment un travail qui ne relève même pas de FT, c'est pas FT qui est en cause, mais c'est un moment côté authoring, il faut aussi pouvoir les accompagner. Donc je pense que oui, effectivement, il y a un vrai besoin là-dessus. D'accord, ben, on pourrait continuer des heures, je pense que c'est passionnant, c'est intéressant, je crois qu'on est tous des passionnés autour de ça, sur l'utilisation le rendu pour les utilisateurs finaux et la valeur pour les utilisateurs finaux de ce point-là. Donc, merci Gaspard. Merci, Euh, Bienvenue. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas l'AG bientôt. On se verra peut-être certains d'entre vous à Dita Europe. Et puis, n'hésitez pas à faire candidature pour faire partie du bureau ou faire des webinaires aussi. Voilà. merci Merci beaucoup à beaucoup, tous et c'est un plaisir. encore une fois, bonne année à tout le monde.